Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'ENOV dédié au bureau d'études et surtout dédié à la nouvelle certification d'audit énergétique réglementaire. On va aborder pas mal de sujets. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas malheureusement tout couvrir parce qu'il y a d'informations à retenir. Néanmoins, on va vous donner des grilles de lecture pour vous faciliter la tâche du passage de la certification. Alors, je vous invite à rester bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner une série d'actions à effectuer avant le passage de la certification pour vous préparer au mieux possible. Alors, vous êtes plus de 200 inscrits, donc on va attendre un peu que tout le monde puisse se connecter. En attendant, je vais essayer de diffuser un petit sondage pour regarder là où est-ce que vous en êtes. Alors, comment est-ce que je fais pour faire ça? Hop. Bon, j'espère que vous le voyez, mon sondage. Donc, la petite question, c'est est-ce que vous connaissez l'arrêté du 10 juillet 2025? C'est un arrêté du coup, qui est sorti au courant de l'année dernière et qui fait couler quand même beaucoup d'encre parce qu'il va y avoir quelques modifications, quelques chamboulements sur le processus de qualification, donc qui passe sur une certification d'audit énergétique. Alors, globalement, il faut retenir que c'est pas une révolution totale, c'est un changement de process. Tous les BE qui ont un process déjà bien établi s'en verront forcément avantagés. Et surtout ceux qui ont déjà fait l'exercice correctement pourront passer la certification sous réserve de quelques ajustements. Voilà, on va encore attendre un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez, mon sondage. Est-ce que vous le voyez, vous, les Oui, présentations? il faut cliquer sur sondage en bas à droite. Il y a une petite pastille qui s'affiche. Ah, voilà. Notification. Et Ah, voilà. Voilà. il y a déjà 20 réponses, donc je pense que les gens le voient s'afficher. On est pas mal. Alors, quelques informations complémentaires avant qu'on démarre. Ce webinaire sera bien entendu disponible en replay sur notre page YouTube et on vous enverra un mail pour y accéder. Je sens que la question va arriver. On vous transmettra naturellement nos slides. Et puis, enfin, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q et R, enfin, dans l'onglet questions qui est en bas à droite, et pas dans l'onglet chat, puisque le chat, c'est plutôt pour discuter entre vous sur différents sujets, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'on réponde à vos questions et qu'on les traite de façon efficace, il y a un channel qui est prévu pour ça, qui est le channel questions. Voilà. Alors, je vois que vous êtes déjà à près de 100 participants, donc on va pouvoir démarrer. Quelle heure est-il? 14h03, je pense qu'il est l'heure de commencer. Alors, voilà, parfait. Alors, pour ma part, je suis Vincent Constant, je suis directeur de l'ENOV. L'ENOV, c'est l'école nouvelle pour la maîtrise de l'énergie. On est un organisme de formation spécialisé dans l'efficacité énergétique et dans l'exercice de nos métiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Mouchot. Stéphane, je vous laisse vous présenter. Ah ben, on vous a perdu, Stéphane. Bon, peut-être Thomas, tu peux te présenter. Je prends le relais en attendant que Stéphane revienne. Donc, Thomas Garcia, je suis directeur et associé du bureau d'études Garcia Ingénierie et j'interviendrai à la fin de ce webinaire pour donner un cas d'exemple concret sur notre position en tant que bureau d'études dans ce changement que Vincent va vous présenter. Et M. Mouchot, du coup, qui est revenu parmi nous, est-ce que vous pouvez Oui, j'ai été coupé encore une nouvelle fois. Hein. Chose qui arrive, on espère que vous allez rester avec nous. Stéphane Mouchot, directeur général de l'OPQIBI. Et voilà, donc c'est parti, on va rentrer dans le cœur de ce webinaire. Alors, comment est-ce qu'on va décomposer ce contenu? D'abord, on va regarder les évolutions réglementaires depuis 2012. Il faut retenir qu'il y a eu 2 vagues depuis le début de l'audit énergétique et on va se les reparcourir pour bien comprendre finalement où est-ce que sont les informations que vous allez devoir chercher et trouver pour passer la certification. On va commencer avec quelques notions très importantes sur l'arrêté du 10 juillet 2025. Aujourd'hui, on ne va pas parler de normes 16247, on va parler vraiment de réglementation. Et on va vraiment décrypter tout ça. C'est ça qui est important aujourd'hui pour passer la certification. Donc, quelques éléments qui sont importants pour commencer à comprendre ce texte-là. Et puis ensuite, je donnerai la parole à M. Mouchot pour qu'il passe ces slides et qu'on regarde le process et la comparaison entre l'arrêté du 24 novembre 2014 et celui 2025. Donc, la différence finalement entre qualification et certification. Ensuite, on vous donnera un calendrier qui est conseillé pour maintenir votre activité d'audit énergétique. Quelques conseils aussi, 8 actions à mettre en place. Et puis ensuite, on regardera ce que chez Garcia Ingénierie, où est-ce qu'ils en sont et comment concrètement ça s'applique au cas spécifique d'un bureau d'études existant. Et puis, on ne manquera pas, bien entendu, la session questions et réponses. Je me répète, pour ceux qui nous auraient rejoints à l'instant,
Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet « Questions » et non pas dans l'onglet « Chat », parce que je vois qu'il y a déjà un petit peu de questions qui sont posées dans l'onglet « Chat ». C'est parti. Alors, pour se présenter, les Nov, qui sommes-nous? On est un organisme de formation. Ça a été créé par 6 professionnels du secteur de l'efficacité énergétique, des ingénieurs, des personnes qui travaillent depuis de nombreuses années dans le secteur, dans l'objectif de transmettre nos compétences. On a vraiment fait le constat que les personnes qui étaient en sortie d'école d'ingénieur ou qui intégraient nos métiers manquaient parfois de compétences, on va dire, métiers et opérationnelles. Donc, c'est l'objectif c'est notre mission, c'est de transmettre les compétences sur lesquelles on a pu capitaliser pendant nos années d'expérience. Et donc, on a 2 activités principales. La première, c'est les formations pour le développement des compétences professionnelles autour principalement de 3 thématiques qui sont l'efficacité énergétique dans le bâtiment, qui sont les outils digitaux. Par outils digitaux, on entend système de gestion technique, globalement GTB, et puis quelques formations spécifiques autour de la santé, autour du sport, et voilà, quelques secteurs qui nécessitent des compétences bien spécifiques. Et puis la seconde activité qu'on a, c'est même notre activité principale, c'est le master en transition énergétique et digitale des bâtiments, qui existe maintenant depuis 5 promotions, et qui est un parcours de 13 mois, délivré uniquement en alternance, avec un format 1 semaine à l'école pour 3 semaines chez vous, et qui permet globalement, au bout de 13 mois, soit de terminer ses études, soit de se reconvertir vers le secteur de l'énergie. Et notre prochaine entrée, c'est en mars. On a plein de bons profils et plein d'alternants qui sont en recherche encore d'entreprises d'accueil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Voilà pour les Nov, et je vous propose qu'on rentre vraiment dans le cœur cette fois-ci du webinaire et commencer par on va dire le décryptage de l'évolution réglementaire depuis 2012. Donc, l'audit énergétique, il naît suite à une directive européenne qui apparaît en 2012, puisque de toute façon, globalement, dans notre métier, la majorité des grandes réglementations sont toujours sous l'impulsion de l'Union européenne. Donc, en 2012, il y a une première impulsion où on dit il faut faire des audits par des experts qualifiés, et ça va adresser toutes les entreprises qui ne sont pas PME. Ça, vous le saviez déjà, c'est traduit par la loi DADU en 2013, donc 1 an plus tard. On dit exactement les mêmes choses que dans la directive, si ce n'est qu'on rajoute une sanction quand même de 2% du chiffre d'affaires. Quand même assez costaud comme sanction. Et on donne une date, une première échéance. Voilà. Suite à cela, il y a un premier décret qui apparaît où il y a cette notion de périmètre avec 80% des coûts énergétiques que vous connaissez bien. On donne la possibilité aux auditeurs internes dans une entreprise et on dit qu'il y a un principe de conservation des audits pendant 8 ans et on doit le transmettre au préfet, là actuellement via notamment la plateforme de l'ADEME. Et puis enfin, on a ce fameux arrêté du 24 novembre 2014 qui est le premier vrai texte. C'est ici qu'on va faire référence à la norme 16247 et c'est ici qu'on va donner aussi quelques éléments clés pour pouvoir finalement exercer, pour pouvoir faire ces audits-là. C'est le premier texte qui vraiment va dicter notre méthodologie. Voilà, donc ça, c'était la première vague. Et puis, il faut attendre quand même pas mal de temps, hein, puisque là, on est en 2014. Et donc, jusqu'à 2023, il ne se passe pas grand-chose, donc 10 ans, où on réalise la première, la deuxième, la troisième vague d'audit énergétique réglementaire. Et puis, voilà, en 2023, il y a une seconde directive qui vient changer la donne. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été changées, mais vous le savez déjà, on passe sur une logique de consommation. Donc, finalement, une entreprise qui est petite, mais qui consomme beaucoup, est quand même assujettie à l'audit énergétique, avec différents éléments qu'on vient rajouter, notamment l'obligation de mettre en place les actions de performance énergétique et de publier son plan d'action. Donc, pareil, hein, même philosophie, cette directive européenne, elle est traduite en loi DADU. Et puis, un peu plus tard, donc c'est 3 mois plus tard, on a ce fameux arrêté du 10 juillet 2025, qui est l'objet de notre étude, qui va sortir et qui va nous donner beaucoup d'éléments et un petit peu de modifications, et notamment avec l'apparition de cette fameuse certification. Et bien, c'est l'objet de notre webinaire, donc je vous propose qu'on l'approfondisse tout de suite. Alors, encore une fois, hein, on va vous donner un maximum d'éléments clés. Et néanmoins, cet arrêté, il va falloir quand même que vous le lisiez, que vous en preniez connaissance, que vous imprégniez des éléments. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vous aider au maximum. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous regarder comment est-ce qu'il est composé. Comme ça, vous le comprenez bien. Et après, quand vous le lisez, ça sera beaucoup plus clair. Donc, globalement, cet arrêté, il y a 4 chapitres et 3 annexes. Le premier, c'est quelques modifications de la réalisation de l'audit énergétique. C'est là qu'on fait référence à la norme 16247 de 2022. On donne quelques précisions sur l'industrie.
On reclasse les actions de performance énergétique différemment, cette fois 0, 1, 1, 3, 3, 5 et 5 plus. C'est différent avant, c'était une logique de 0 à 4. Et puis, on a introduit cette notion de certification et du coup, le chapitre 2, c'est vraiment ça qui va principalement vous intéresser, on va dire. C'est le processus de certification. Donc là, on va le développer par la suite. Le chapitre 3, c'est plutôt à l'attention de M. Mouchot avec comment est-ce que les organismes certificateurs deviennent accrédités par le COFRAC. Chapitre 4, on va vous dire que finalement, vous pouvez rester compétent jusqu'à fin juin 2026. Au-delà de quoi, il faudra que vous ayez la certification. Et puis voilà pour les 4 chapitres principaux. Donc finalement, il est relativement simple quand on le voit comme ça. Il y a 3 annexes qui sont très importantes. La première, c'est celle de l'échantillonnage qui ne change pas, donc on ne va pas s'attarder dessus. La deuxième, c'est les 16 critères pour être certifié qu'il va falloir que vous respectiez. Donc ça, pareil, il va falloir que vous le lisiez dans le détail. Et puis enfin, il y aura encore une fois quelque chose qui ne change pas, c'est la reconnaissance du personnel compétent pour réaliser l'audit énergétique dans les grandes entreprises en interne. Donc voilà pour l'arrêté, comment est-ce qu'il est composé. Alors, simplement quelques définitions qui sont importantes d'avoir, puisqu'on ne parle plus de qualification, on parle de certification. Donc, un organisme accréditeur, il y en a qu'un, c'est le COFRAC qui va accréditer les organismes certificateurs. Cette slide est bien sûr temporaire, puisqu'il va falloir que cette accréditation soit faite. Et puis, à leur tour, les organismes certificateurs pourront certifier les bureaux d'études, qui allez, in fine, réaliser les audits énergétiques réglementaires. Voilà, alors on a deux possibilités pour obtenir la certification, c'est important. Soit on rentre directement dans le régime de certification initiale si vous avez déjà réalisé un audit énergétique. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? On va vous poser la question juste après. Sinon, vous pouvez passer aussi par une certification probatoire qui est valable 12 mois, pendant laquelle vous pouvez réaliser jusqu'à 3 audits pour vous préparer. Alors, le cycle, il va durer 4 ans. On part d'une certification initiale qui va faire l'objet d'une surveillance administrative au bout de 12 mois. Globalement, rien de très, très lourd à ce niveau-là. Puis ensuite, on a une surveillance au bout de 2 ans. Là, pour le coup, on va rebalayer la majorité des éléments qu'on aura balayés dans la certification initiale. Et puis ensuite, il va falloir faire une demande de renouvellement maximum 6 mois, enfin minimum 6 mois avant la certification. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on passe cette certification probatoire si vous n'avez jamais réalisé d'audit? D'abord, vous déposez votre dossier. Ensuite, on va vous délivrer, alors si vous êtes recevable, on va vous délivrer votre certificat pendant 12 mois. Puis, vous allez réaliser votre premier audit énergétique réglementaire. Et puis, si vous l'avez bien fait, vous allez avoir une transformation de votre certificat probatoire en certificat définitif. Certification, définitive. Alors, j'avance un peu. Je vais poser un second petit sondage. Alors, la question, c'est combien est-ce que vous avez réalisé d'audits énergétiques dans les 24 derniers mois? Alors attention, ce n'est pas des audits énergétiques, c'est des audits énergétiques réglementaires entreprises. Oui, totalement. Je suis allé vite en besogne. Effectivement, combien d'audits énergétiques réglementaires réalisez-vous chaque année? C'est la question qui vous est posée. Et pourquoi est-ce qu'on pose cette question? C'est simplement parce que selon votre volumétrie, vous n'allez pas être mangé à la même sauce. C'est-à-dire que si vous avez un volume faible, c'est une évaluation à distance. Faible, j'entends par faible, de 0 à 30, donc c'est quand même un volume qui reste conséquent. Et plus de 30 audits, là pour le coup, c'est une évaluation in situ, donc dans votre entreprise, avec notamment une interview de vos équipes et la vérification et la concordance des preuves avec les éléments que vous avez avancés. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des certifications, des critères d'évaluation, ce n'est pas mon rôle et je pense que de toute façon, même si je le faisais, vous ne les retiendrez pas. Globalement, il faut retenir qu'il y en a 16. Certains sont plus difficiles que les uns que les autres. Je vais laisser M. Mouchot développer tout ça. C'est plutôt une slide de screenshot qui vous permet de regarder est-ce que vis-à-vis de ces certificats, vous êtes déjà globalement conforme ou est-ce que vous avez des choses à modifier. Donc voilà, vous avez ce récap-là. Vous pouvez le screenshotter ou sinon, de toute façon, on va vous transmettre les slides par la suite. Voilà, alors, quelques modifications qui sont anecdotiques, mais qui sont quand même importantes. Au niveau des moyens et compétences, ça reste la même chose. Donc, luxmètre, wattmètre, ampèremètre, etc. Une chose importante, c'est que maintenant, il faudra qu'il soit étalonné correctement et entretenu conformément à la réglementation applicable.
ou à la notice de l'équipement. Ça, c'est un des critères qui est important. Puis une seconde évolution, alors les référents techniques jusqu'ici, effectivement, il y a une formation qui était obligatoire. Néanmoins, la norme ayant évolué, il faut se reformer pour la norme de 2022. Quelques précisions sur le référent technique, ça doit être un salarié permanent de votre société, si vous êtes un BE. Et vous pouvez avoir, enfin, si vous êtes référent technique, vous pouvez être référent technique que d'un seul BE. Ça, c'est quand même important à savoir. Et vous pouvez aujourd'hui encadrer que jusqu'à 10 auditeurs, quand avant c'était un peu plus. Donc ça, c'était le premier changement sur l'équipe. Et le deuxième changement sur l'équipe, c'est au niveau des auditeurs énergétiques. Le changement principal, c'est qu'ils vont devoir être formés eux aussi à la NF 247 2022. C'est une formation de 3 jours selon le domaine que vous allez choisir. Et donc, c'est aussi un second changement par rapport à l'équipe, cette obligation de formation qui n'existait pas auparavant. Bon, alors, je passe pareil les détails. Globalement, il y a du contenu commun, il y a du contenu qui a été modifié entre les deux, on va dire les deux arrêtés et surtout les exigences qui figuraient. Pareil, je vous laisserai regarder un peu plus en détail si ça vous intéresse. Sachant que nous, à l'Enov, on propose cette formation sous 2 formats. Soit une formation de 3 jours qui est intéressante pour aller soit challenger ses pratiques, soit découvrir l'audit énergétique quand on est encore junior. Ça permet de fiabiliser un petit peu ses pratiques. Disponible en format soit intra-entreprise, soit inter-entreprise. Et on a pensé à un second format, qui est un format court du soir. Là, ça serait plutôt pour des personnes qui veulent vraiment se spécialiser sur l'audit énergétique, qui démarrent vraiment leur activité sur l'énergie. C'est une formation plus longue où on va vous inviter à réaliser des projets avec un professionnel et encadré. Et ça permet d'aller un peu plus loin dans la démarche. Voilà. J'avance un petit peu, sachant que nous, on est un organisme spécialisé que sur la performance énergétique. Donc, on est très heureux de faire cette formation-là. On a un historique assez particulier avec l'audit énergétique, puisque tous les fondateurs en ont réalisé un paquet. Donc, voilà, l'objectif, c'est de transmettre, on va dire, les bonnes pratiques et d'utiliser cette obligation comme une opportunité de travailler ces process d'audit énergétique. Et puis voilà, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à M. Stéphane Mouchot, donc directeur de l'OPQIBI. Hop, voilà, je vais changer de slide. Est-ce que vous voyez toujours bien mon hop, je vais un petit peu, hop, tac, voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien toujours mon écran? Ouais, c'est OK. Eh bien, M. Mouchot, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Donc, on peut passer à cette slide-là. Et en introduction, quand même, dire par rapport à ce qui a été dit, parce que l'essentiel, c'est que l'arrêté du 10 juillet 2025, c'est le référentiel de certification. D'accord? Donc, c'est ce référentiel-là qu'il va falloir respecter. Et le référentiel, c'est l'annexe 2 de l'arrêté. Et c'est cette partie-là qu'il faut connaître. Les autres qui vous ont été présentés n'ont pas vraiment d'utilité pour vous. Donc ça c'est la première chose. Il faudra de toute façon prendre connaissance et s'accaparer le référentiel de l'arrêté du 10 juillet 2025. Alors, avant d'entrer dans le détail, juste rappeler de ce qu'est l'OPQIBI, on peut passer les slides. Donc, l'OPQIBI, à l'origine, c'est l'organisme de qualification de l'ingénierie. Donc, depuis l'année dernière, nous sommes devenus l'organisme de qualification et de certification de l'ingénierie. Et donc, nos qualifications, on les délivre depuis 1976. C'est d'ailleurs le 50e anniversaire de notre qualification cette année. On peut mettre toutes les... Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, l'OPQIBI, c'est même 3400, un peu plus de 3400 structures qualifiées, 80% de TPE, hein, et on a même 20% de structures unipersonnelles. C'est 16 000 qualifications que se partagent ces qualifiés. Et s'agissant des audits énergétiques, c'est un petit peu moins de la moitié des qualifiés actuels qui sont qualifiés en audit énergétique. Alors, qualifiés en audit énergétique, entreprise et ou habitation. Donc, pas seulement entreprise. Et un peu plus de la moitié des qualifiés qui bénéficient de la reconnaissance RGE études. Et d'ailleurs, s'agissant du bâtiment, la qualification audit énergétique bâtiment est aujourd'hui à la fois réglementaire et à la fois couverte par la reconnaissance RGE études de l'ADEME. Voilà, on peut passer sur le reste.
Alors, comme il vous a été dit, le 10 juillet 2025, la DGEC a fait paraître un arrêté qui vient remplacer l'arrêté du 24 novembre 2014. Donc, le contexte il vous a été rappelé. Donc, en 2014, tout se basait sur la directive efficacité énergétique de 2012. Donc, aujourd'hui, c'est sur la directive efficacité énergétique de 2023. Et les évolutions, effectivement, avant, on parlait d'audit énergétique réglementaire grandes entreprises. Aujourd'hui, on parle d'audit énergétique réglementaire entreprise, parce que c'est sur la base de la consommation et non plus sur la base de la taille de l'entreprise que les obligations ont été définies. L'arrêté du 10 juillet 2025, donc qui remplace l'arrêté du 24 novembre 2014, il a un intérêt pour les prestataires qui réalisent ces audits, puisque c'est dans cet arrêté qu'il est indiqué que les prestataires devront désormais, alors le désormais, c'est officiellement à compter du 1er juillet 2026. Bon. D'ores et déjà, il a été demandé à ce que cette date soit reportée, ce qui devrait être le cas, vraisemblablement, suite aux derniers échanges avec la DGEC qu'on a eu la semaine dernière, puisque un projet de décret a été rédigé et il est aujourd'hui en cours de validation. Alors, ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce que ça sera un décalage de 6 mois, est-ce que ça sera un décalage d'1 an, mais en théorie, la date du 1er juillet 2027, donc 2026, devrait être décalée. Ce qui voudra dire que les qualifications actuelles devraient continuer à vous permettre, bureau d'études, d'être reconnus comme pouvant réaliser ces audits énergétiques réglementaires entreprises. Ceci étant dit, on reste pour l'instant, nous, basé sur la date du 1er juillet 2026, de manière à pouvoir rouvrir le dispositif le plus tôt possible. On peut passer à la slide suivante. Donc, sur la base de l'arrêté du 24 novembre 2014, il existait 3 qualifications. Attribuées selon les exigences de cet arrêté et de la norme relative aux organismes de qualification, la NFX 50091. Donc la 1905 pour la partie bâtiment, la 1717 pour la partie industrie et la 0607 pour la partie activité de transport. Donc je vous ai mis le nombre de qualifiés quasiment actuel. Donc c'est effectivement la partie bâtiment qui aujourd'hui compte le plus de qualifiés. Et donc, ces qualifications, sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2025, donc, vous permettent de continuer à réaliser ces audits énergétiques réglementaires jusqu'au 30 juin 2026 et vraisemblablement un peu plus. On peut passer à la slide suivante. Donc, du côté de l'OPQI, bien évidemment, on a travaillé à la mise en place du dispositif de certification. Alors, on n'a pas attendu l'arrêté du 10 juillet puisqu'on y avait participé. Donc, on avait anticipé certaines évolutions. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que donc, les 3 qualifications que je viens de vous rappeler vont être remplacées par 3 certifications de service, donc, dont les exigences sont définies dans l'arrêté et dans la norme ISO 1765. Donc, nous n'avons pas été très originaux dans le libellé de ces certifications. Hein. Donc, on aura AER1, audit énergétique réglementaire entreprise bâtiment, AER2, audit énergétique réglementaire entreprise procédé industriel, et AER3, audit énergétique réglementaire entreprise transport. Voilà. De notre côté, puisque l'exigence d'accréditation selon la norme 1765 est une exigence de l'arrêté du 10 juillet 2025, nous avons déposé notre dossier de demande d'accréditation auprès du COFRAC en décembre et nous attendons que le COFRAC prononce la recevabilité opérationnelle de cette demande de manière à pouvoir ouvrir le dispositif de certification. Puisque l'arrêté du 10 juillet 2025 impose qu'il y ait d'abord une prononciation de la recevabilité opérationnelle de la demande d'accréditation avant de permettre à l'organisme d'ouvrir son dispositif. Donc, normalement, le COFRAC dispose de 3 mois pour nous donner cette recevabilité opérationnelle. Donc, début décembre, on va dire que fin février, on espère pouvoir obtenir cette recevabilité opérationnelle.
On peut passer à la slide suivante. Alors, je vous ai fait un comparatif des principales évolutions. Alors, principales évolutions au niveau des critères. Donc, au niveau des critères que vous connaissez pour ceux qui sont qualifiés, il y a les critères légaux, administratifs, juridiques, financiers. Ces critères, dans la certification, seront les mêmes. S'agissant des moyens humains, donc, on avait l'exigence d'un référent technique par tranche de 10 auditeurs énergétiques. Là, c'était l'arrêté du 23 décembre de fin décembre 2023 qui avait modifié l'arrêté du 24 novembre 2014, puisque en 2014, c'était un référent technique par tranche de 20, et c'est devenu un référent technique par tranche de 10, et ça reste un référent technique par tranche de 10 pour la certification. Alors, une rectification, le rôle du référent technique, c'est pas du tout, cette tranche, c'est pas pour encadrer, hein. C'est un nombre qui a été défini. Il n'y a pas de notion d'encadrement des auditeurs. Dans le dispositif de qualification, il y avait des critères de compétences, d'expérience et de formation que devaient respecter les référents techniques. Dans le dispositif de certification, ça, bien évidemment, ça reste, mais en plus, effectivement, il y a des critères de compétences, d'expérience, de formation qui seront exigés aux auditeurs énergétiques. Donc, on ne s'attache plus qu'aux référents, on s'attache également à tous les auditeurs énergétiques. S'agissant des moyens techniques, donc aujourd'hui, il faut apporter la preuve de la détention d'un certain nombre de moyens techniques par le biais de factures d'achat, de location ou d'attestation de prêt. Donc ça reste comme exigence, mais en plus, il y a des obligations d'étalonnage pour les moyens techniques qui sont soumis à étalonnage et des obligations de vérification périodique et d'entretien, donc que l'organisme de certification devra vérifier. On peut passer à la slide suivante. En termes de méthodologie, on se repose toujours sur les normes 16247, 1, 2, 3, 4, 5. Mais on va un peu plus loin, puisque avant, on vous demandait de fournir une méthodologie conforme à ces normes. Donc ça reste. Mais en plus, on vérifiera que vos auditeurs énergétiques ont bien connaissance, utilisent bien et détiennent bien ces normes. S'agissant des critères portant sur les références d'audit, donc les références de réalisation, l'arrêté du 24 novembre 2014 exigeait la production de 3 rapports d'audit énergétique d'une ancienneté de moins de 3 ans, 3 rapports d'audit énergétique réglementaire entreprise. Là, le nombre de rapports d'audit énergétique qui sera à produire, il va dépendre du nombre d'audits énergétiques réglementaires entreprise réalisés par le candidat. Et en plus, le choix de ces rapports sera fait par l'organisme de certification sur la base de la plateforme de recueil des audits énergétiques de l'ADEME. Donc, c'est nous qui choisirons les rapports d'audit. Et s'il n'y a pas d'audit énergétique réglementaire qui a été réalisé par une structure dans les 24 derniers mois, elle pourra se voir délivrer une certification préparatoire qui sera valable 1 an non renouvelable. On peut passer à la slide suivante. Alors, en plus de ces évolutions, il y a des nouveaux critères. Donc, ont été introduits un critère de confidentialité. Donc, ce que l'on va vérifier, c'est d'une part que des engagements de confidentialité ont bien été signés par les auditeurs énergétiques au sein de l'entreprise, et d'autre part que dans le cadre contractuel, il y a bien la signature entre le client et le prestataire d'un document de confidentialité, ce qui n'était pas demandé avant. Ensuite, il y a un critère de transparence vis-à-vis des conflits d'intérêts. Parce que l'arrêté dit si le prestataire d'audit énergétique a des liens capitalistiques, contractuels ou commerciaux touchant aux produits et processus qui pourraient avoir une influence sur la prestation d'audit énergétique, il doit le signaler dans son offre commerciale et son rapport d'audit énergétique. Donc ça, on va aussi devoir le vérifier. Nouveau critère également, c'est l'enregistrement obligatoire des réclamations clients. Donc, non seulement les prestataires devront avoir un système d'enregistrement de ces réclamations, mais en plus, on vérifiera que des actions ont bien été mises en place pour répondre aux réclamations des clients. Donc ça n'existait pas dans l'arrêté du 24 novembre 2014. Et en termes de sous-traitance, donc là aussi, il y a la nécessité de s'assurer que les sous-traitants auxquels un prestataire fait appel sont bien eux-mêmes certifiés.
Et quand il y a sous-traitance, l'obligation d'informer ses clients que le prestataire fera appel à des sous-traitants. Donc ça, on le vérifiera également. On peut passer à la slide suivante. Au niveau du processus, donc le processus, l'arrêté du 24 novembre 2014 reposait sur un contrôle documentaire. Là, c'est un mix entre contrôle documentaire et évaluation. Alors, évaluation à distance si le nombre d'audits réglementaires réalisés est inférieur à 30 sur les 24 derniers mois. Évaluation chez le postulant si le nombre d'audits énergétiques réglementaires est supérieur à 30. Il y aura un système de traitement des non-conformités, bien évidemment, et le processus varie un petit peu pour être conforme aux exigences de l'ISO 17065. On peut passer à la slide suivante. Au niveau du cycle de qualification, donc le cycle, la durée de validité de la qualification et la durée de validité de la certification seront identiques, c'est-à-dire c'était 4 ans aujourd'hui, c'est 4 ans. Ça sera 4 ans pour la certification. Donc, sauf pour la certification probatoire, où je vous ai dit c'est 1 an. Ce qui va changer, c'est au niveau des contrôles annuels. Puisque à T+1, vous allez avoir une surveillance administrative qui correspondra en partie à ce qui se faisait dans le cadre du contrôle annuel de la qualification. À T+2, là, en plus de la surveillance administrative, il y a ce qui est appelé une surveillance périodique. En gros, c'est quoi? C'est qu'on refait une évaluation comme lors de la certification initiale. Donc, évaluation à distance ou évaluation in situ. T+3, c'est une simple surveillance administrative. Et T+4, c'est le renouvellement. Donc, on repart à 0 sur les mêmes bases que la certification initiale. On peut passer à la slide suivante. Au niveau des évolutions, alors bien évidemment, tout ça, ça a un impact tarifaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais entre un audit documentaire et un audit avec partie documentaire et partie évaluation, avec des évaluateurs, fatalement, ça coûtera plus cher. Donc là, je vous ai mis le barème actuel de qualification et le projet de barème de certification. Donc, on va être sur un ordre de 1 à 3 à 1 à 4, puisqu'on va devoir faire appel à des évaluateurs qui devront passer beaucoup plus de temps pour les évaluations, conformément à l'ISO 17065. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, juste pour terminer très rapidement, parallèlement aux évolutions liées aux audits énergétiques réglementaires entreprises, il va y avoir en 2026 de grosses évolutions concernant les audits énergétiques réglementaires bâtiments d'habitation. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais le résultat, ça va être que pour les audits bâtiments d'habitation, on reste sur un dispositif de qualification, donc il n'y a pas de certification, ce sera un dispositif de qualification. Mais parallèlement, il y aura renforcement des exigences et des contrôles, avec des contrôles à distance et des contrôles in situ. Alors, in situ, non pas chez le postulant, mais un contrôle sur ouvrage. Donc, ceux d'entre vous qui réalisez à la fois des audits énergétiques réglementaires entreprises et des audits énergétiques réglementaires pour les bâtiments d'habitation ou des audits énergétiques aidés type audit MPR, il faudra qu'ils aient d'une part la certification et d'autre part là ou les qualifications pour la partie bâtiment. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était déjà très complet et très intéressant. Merci. On va essayer de presque conclure avec un petit récapitulatif des éléments essentiels. Encore une fois, il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est important quand même d'en faire une synthèse. Je vous ai fait un calendrier qui, selon les dires de M. Mouchot, va être peut-être légèrement modifié. Globalement, la parution de l'arrêté, c'était en juillet 2025. Là, on est actuellement dans le régime transitoire, pour vous le rappeler. Donc là, vous êtes actuellement encore qualifié, enfin si vous l'êtes, vous êtes toujours apte, vous êtes toujours apte à réaliser des audits énergétiques réglementaires pour les entreprises, ce qui, a priori, devrait prendre fin en juillet 2026, sauf si on a un report de 6 mois, comme le disait M. Mouchot. Voilà. Et donc, le calendrier qui était quand même proposé en l'état actuel, qui est l'état réglementaire, c'est nécessaire de déposer une demande de candidature sur l'extranet de l'OPQIBI
pour que votre dossier soit examiné. Pas pour l'instant. Hein. Ouais, j'ai mis à peu près au mois d'avril-mai, donc on espère que d'ici là, vous aurez un retour du COFRAC. Voilà. On l'espère. Néanmoins, voilà, même si on avait un report de 6 mois, je pense qu'il y a quand même pas mal d'actions à mettre en place, donc on vous invite quand même à vous préparer au maximum. Alors, on a construit 8 actions, il peut y en avoir plus. Je vous invite vraiment à regarder cet arrêté et notamment l'annexe 2 qui est un petit peu la Bible de comment est-ce que vous allez être certifié. Mais on a essayé de faire une synthèse. Donc, la première chose, c'est effectivement de former ces équipes à la norme sur la formation de 3 jours pour chacune des activités visées, sachant que c'est minimum 3 jours pour le bâtiment, minimum 3 jours pour l'industrie. Et au moins, alors il n'y a pas de durée minimale pour le transport. La deuxième chose, c'est si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage quand même à le faire, c'est faire entretenir ces appareils et les faire étalonner. Je réponds déjà à une petite question où je voyais quels sont les moyens matériels soumis à l'étalonnage. Donc ça, c'est principalement sur les notices des appareils que vous allez les trouver, mais globalement, tout ce qui mesure doit être étalonné. Réorganiser ses équipes techniques si ce n'est pas fait pour avoir un référent pour 10 auditeurs. C'est inclure un engagement de confidentialité dans son process des auditeurs. Alors, faire signer un NDA à vos auditeurs et un NDA avec chacun des clients pour être sûr que vous garantissez la confidentialité des informations. Dans vos offres commerciales, comme dans vos rapports d'audit énergétique, il faudra absolument inclure une rubrique conflit d'intérêts. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler différent, mais concrètement, c'est si vous avez plusieurs activités et que vous… il faut faire montrer patte blanche par rapport à vos multiples activités. C'est important que ce soit aussi dans les offres commerciales. Un système de management de la qualité, c'est l'avant-dernière action. Puis la dernière, c'est sourcer vos sous-traitants pour conserver uniquement ceux qui sont certifiés, puisqu'on est obligé, si vous êtes auditeur certifié, de passer par des sous-traitants certifiés. Donc, il faudra écarter ceux qui ne souhaitent pas dès à présent avoir la certification. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette checklist. Ah ben non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais chaque audit énergétique devrait être assorti d'une attestation de réalisation dans laquelle vous allez tracer toutes les étapes de l'audit, de la réunion préparatoire jusqu'à la remise du livrable, et ça permettra vraiment de vérifier que le travail a bien été effectué dans sa globalité et en conformité avec la norme 16247. Je pense que là, cette fois, on est pas mal. Je vais proposer de passer la parole à Thomas pour que tu présentes ton activité, Thomas, et qu'on voit là où tu en es. Est-ce que tu es un bon élève? Est-ce que tu es un mauvais élève? Est-ce qu'il y a des choses à continuer? Bon, merci pour ce temps de parole. Je vais essayer de présenter, mais que ça puisse aussi servir de conclusion et presque de prise de recul par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous, globalement, on est un bureau d'études en maîtrise d'œuvre fluide et on fait également de l'efficacité énergétique. Je pense qu'on est un bureau d'études de taille moyenne par rapport aux personnes présentes ici. On a 4 énergie managers, dont un référent. Et au total, dans nos activités diverses, nous avons 28 qualifications chez OPQI-BI, dont la 1905. 1905 que nous avons récemment renouvelée et qui est valable jusqu'en 2028. Je regardais les questions juste avant de prendre la parole et je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées à ce niveau-là. A priori, et M. Mouchot pourra me compléter s'il faut, mais notre qualification, il ne faut pas confondre qualification et certification, mais notre qualification 1905 restera valable en l'état. Par contre, ce qui va changer, c'est pour les audits énergétiques réglementaires d'entreprise que nous réalisons chaque année. La certification qui vient de vous être présentée concerne ces audits-là et tous les autres audits que l'on réalise, c'est-à-dire des audits dans le cadre du décret tertiaire, pour des collectivités, pour voilà, tout ce qui n'est pas finalement dans le cadre réglementaire entreprise, pourront toujours être réalisés via la 1905. Cette nouvelle certif, elle vient finalement rajouter une contrainte sur ces audits réglementaires. Donc, de notre côté, on en réalise environ 5 par an en retour d'expérience, donc une dizaine tous les 24 mois, ce qui veut dire que dans ce que Vincent présentait, nous sommes plutôt sur des faibles volumes, et donc nous aurons, voilà, quand vous regarderez le replay des différentes slides, un cas de vérification qui est un peu plus allégé que si nous en faisions plus que ça. Avec une évaluation à distance et 2 audits parmi les 10, tirés au hasard sur déclaration de ce qui a été déposé sur l'ADEME. Voilà. Je complétais.
Et donc, qu'est-ce que cette nouvelle certification va nous imposer? J'ai repris les 8 actions que Vincent présentait. Globalement, même si moi, en tant que référent, j'ai été formé et j'encadre aujourd'hui des energy managers compétents, si je veux que mes energy managers continuent de faire des audits énergétiques réglementaires d'entreprise, il va falloir qu'eux aussi se forment à la NF 16247 de 2022, même si, comme le disait Vincent, ce n'est pas une grande révolution, ils la connaissent cette norme. Mais par contre, ils vont devoir être accrédités via cette formation. Donc, ça, c'est à faire de notre côté. On va essayer de le faire courant de ce premier semestre 2026. Pour l'étalonnage de nos entretiens, l'étalonnage de nos différents appareils, c'est en cours. On a essayé de prendre de l'avance pour ça parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'appareils de mesure chez les auditeurs, donc autant anticiper. Bon, de notre côté, on n'a qu'un seul référent pour 10 auditeurs, donc on était déjà en conformité à ce niveau-là. Tout ce qui est engagement de confidentialité, c'était également pris en compte dans les contrats avec nos energy managers et dans les contrats avec nos clients. Donc, c'est checké également. Par contre, la notion de conflit d'intérêt, il va falloir la rajouter, comme le disait Vincent, que ce soit dans nos propositions commerciales ou un chapitre dans nos audits énergétiques réglementaires. Nous sommes dans un processus d'ISO 9001, donc de management de la qualité, ce qui fait que tout ce qui était réclamation client et prise en compte de celle-ci sont déjà intégrés dans nos process. Par contre, et je vois qu'il y a une petite pastille qui a sauté, il va falloir qu'on s'assure que tous nos sous-traitants aient bien cette certification, puisqu'aujourd'hui, il nous arrive de sous-traiter certaines missions, y compris dans le cadre réglementaire. Et bien qu'ils aient la 1905, cela ne suffira pas. Il faudra également qu'ils aient la certification si on veut leur sous-traiter des audits réglementaires. Et l'attestation de réalisation également, c'est prévu de notre côté. Donc, si je résume rapidement, ça ne va pas changer le cours des choses pour nous sur les audits énergétiques que l'on fait dans le cadre du décret tertiaire. Mais par contre, si on veut continuer à exercer dans le cadre réglementaire, que ce soit en entreprise ou même dans ce que M. Mouchon n'a pas eu le temps de développer dans le cadre des habitations, nous allons devoir passer ces nouvelles certifications, ce à quoi nous allons nous attacher dès ce premier semestre 2026. Et donc, avec ces paroles, je clôture un peu ce webinaire et je pense que le timing est plutôt respecté. Je vais me permettre d'ouvrir la session de questions-réponses. Pensez bien à les poser dans l'onglet questions. Mais j'ouvre cette séance en posant une question directement à M. Mouchot. Donc, nous avons commencé des audits réglementaires. Actuellement, d'ailleurs, c'est le cas. Ils seront sûrement terminés avant même que nous puissions être certifiés. Puisque voilà, les actions que je mettais en avant ne sont pas encore toutes cochées. Est-ce que ces audits seront quand même considérés comme réglementaires ou est-ce qu'il faudra faire une mise à jour dès qu'ils seront terminés? Non, alors il faut bien distinguer le contenu de l'audit de la certification. L'audit réglementaire, la période transitoire, elle est pour le passage de la qualification à la certification. L'audit réglementaire, son contenu, il a été défini. Donc, vous devez réaliser si vous réalisez des audits réglementaires, ils seront recevables. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je précise quand même également que l'arrêté du 10 juillet 2025, s'il impose que nous recevions la prononciation de la recevabilité opérationnelle pour ouvrir notre dispositif de certification, il a mis une deuxième contrainte, c'est qu'une fois que cette recevabilité opérationnelle sera prononcée, nous ne pourrons prendre que 5 dossiers en attendant l'accréditation définitive, puisque c'est dans l'arrêté du 10 juillet 2025. Donc, de toute façon, il est clair, et c'est aussi pour ça qu'on a demandé un report. Alors, on a demandé un report pour 2 choses. Un, parce que l'arrêté qui a été publié le 10 juillet 2025, il aurait dû être publié en octobre 2024. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que compte tenu qu'on ne part pas de zéro, puisqu'on estime, je vous ai dit qu'il y avait un peu plus de 700 qualifiés actuels qui seraient susceptibles d'être concernés. On avait interrogé un peu nos qualifiés. Et l'année dernière, et s'agissant des audits énergétiques réglementaires entreprises, il y en aurait entre 200 et 300 qui voudraient passer à la certification. Bon. Mais ces 200 et 300, on ne peut pas les faire passer du jour au lendemain. Hein. Et il n'y aura pas de pont
entre la qualification et la certification. Il faudra repartir de zéro pour la certification. Donc, non seulement on attend la recevabilité opérationnelle de COFRAC, mais en plus, dès qu'on aura cette recevabilité opérationnelle, nous ne pourrons pas délivrer plus de 5 certificats. Voilà. D'où la demande également de report pour permettre à un maximum de candidats d'engager la démarche et d'avoir leur certificat de certification. C'est ce qui veut dire, quand on analyse un peu, que nécessairement, même s'il y a un report, il faut s'y prendre le plus tôt possible pour essayer d'éviter le goulot d'étranglement qui serait… Il y aura un goulot d'étranglement quoi qu'il arrive. Voilà, il y aura forcément un goulot d'étranglement à l'approche de la date butoir. Forcément, il y a des personnes qui vont… Voilà. Alors après, ça ne sera pas pareil si le report il est de 6 mois ou d'1 an. Voilà. Donc, on verra ce que dira le décret qui doit être publié. Bon, est-ce que vous avez un pronostic sur la parution du décret? Je ne fais aucun pronostic, je n'en sais strictement rien. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Néanmoins, il y en a quand même qui se recoupent. Je pense que, M. Mouchot, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur l'évolution de la 1905, notamment dans le cadre de l'habitat collectif. Vous voyez. Je sais. Alors, pour répondre à certaines personnes… Alors, vous pouvez peut-être, afin de répondre, aller sur mes slides concernant l'habitat, parce que ce sera plus simple. Oui, on peut… Hop, alors, on va aller là-dessus. Et rapide. Vous avez même le droit à un bonus exclusif. Généralement, de toute façon, les prestataires qui font de l'audit énergétique réglementaire, à 90% font aussi de l'habitat, donc ils sont concernés par les deux. Est-ce que vous parlez bien de la maison individuelle là-dessus ou pas? Parce que pareil, aujourd'hui, il y a un décret qui existe, c'est le décret du 30 mai 2018 qui fixe les exigences de qualification des prestataires qui réalisent en matière d'habitation, alors maison individuelle et monopropriété, des audits énergétiques réglementaires, que ce soit dans le cadre de la vente de passoires thermiques ou dans le cadre d'audits aidés. Bon. Depuis 2022, il n'y a plus qu'un seul contenu d'audit. Voilà. Alors, on peut passer à la slide suivante. Il va y avoir… Alors, non, aujourd'hui, c'est 2 qualifications qui existent. Alors, la 1905, on en a parlé. La 1905, elle concerne à la fois le bâtiment tertiaire et les habitations collectives, et la 1911 sur la maison individuelle. Bon. Et d'ailleurs, pour ces qualifications-là, pour la 1911, aujourd'hui, on dispose d'un agrément de la DHUP et depuis 2024. Bon. Le décret du 30 mai 2018, il va évoluer et la DHUP doit publier un nouveau décret, un décret modificatif, d'ici la fin du premier trimestre 2026. On peut passer sur la slide suivante. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? S'agissant de la maison individuelle, il va y avoir une évolution des exigences et des contrôles aujourd'hui pour la qualification existante. Et 2, il va y avoir un nouveau référentiel pour les audits énergétiques pour les habitations collectives qui concerneront les monopropriétés et les copropriétés. Et ce référentiel, il est rendu nécessaire par le fait que pour l'habitat, tout ce qui concerne les audits réglementaires, aujourd'hui, est basé sur la méthode 3CL. D'accord ? Or, la qualification 1905 ne prend pas en compte la méthode 3CL, ce qui fait qu'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui et que si vous voulez la 1905, vous êtes obligé de présenter des rapports d'audit THCX. Voilà. Donc, comme l'État a décidé que pour le réglementaire, c'était que du 3CL, il fallait qu'il y ait une nouvelle qualification. Et donc, le décret qui va être publié, il va contenir le référentiel de qualification pour la partie audit énergétique collectif. Et son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027. Alors, vous étiez en train de parler, vous avez été un peu coupé. Vous disiez le décret va entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Il va concerner du coup les habitations collectives. Il va concerner, l'évolution de la qualification pour les habitations individuelles et la création d'une qualification pour les habitations collectives. D'accord. Donc, juste si je me permets de revenir là-dessus, celle-là, la 1911, elle va évoluer nécessairement à partir du 1er janvier 2027. En tout cas, il y a le texte qui va apparaître. Et la 1905 aussi, elle aussi évoluer. La 1905, en tant que telle, elle va disparaître puisque la partie entreprise, ça va devenir la certification.
et il ne restera que l'habitation collective. Donc, or, la 1905, c'était du THCEX, donc vraisemblablement qu'il y aura une nouvelle qualification dédiée à l'habitation collective méthode 3CL. Donc, on va passer sur une méthode 3CL, même pour l'habitation collective. Et donc, finalement, cette partie 1905, même si elle est toujours valable, elle n'aura plus d'utilité quand on va dire, le cadre réglementaire sera apparu. Alors, vraisemblablement parce qu'il n'y a pas que le réglementaire dans la vie, vraisemblablement qu'on va aboutir au résultat suivant: une certification dans le cadre de la certification audit énergétique réglementaire entreprise, une qualification audit habitation collective méthode 3CL pour la partie réglementaire habitation collective, et il devrait y avoir une qualification qui ressemblera à la 1905 actuelle pour tout ce qui est non réglementaire, mais qui pourra être RGE, étude par l'ADEME. Parce que, par exemple, je suis une mairie, je souhaite faire l'audit énergétique de mes bâtiments municipaux. Bon, j'ai pas besoin d'audit, j'ai pas besoin d'avoir des certifiés. Et par contre, je veux pas un audit 3CL. Donc, je ferai appel à un qualifié qui sera qualifié RGE et qui aura la qualification qui sera la 1905 actuelle pour tout ce qui est non réglementaire. C'est un signe de qualité qui finalement est reconnaissable et permet dans les… Ça sera une qualification qui sera reconnue RGE. Voilà, d'accord. Et est-ce qu'elle pourra éventuellement aider aussi à obtenir des subventions dans le cadre de travaux, par exemple? Ah non, dans les subventions. Alors, si ce sont des subventions de l'ADEME, oui. Voilà. Mais si ce sont des subventions type MPR, C2E, non, ce sera obligatoirement de la méthode 3CL. D'accord, ok. Bon, c'était clair. Alors, avec quand même, dans ce cas de figure-là, des ponts. Là, il existera des ponts entre les qualifications actuelles et les nouvelles. Ce qui n'existera pas pour la certification, là, puisqu'on reste sur un dispositif de qualification, il y aura des ponts et les exigences qui vont être définies dans le décret modificatif ne seront pas à respecter au 1er janvier 2027 pour les qualifiés actuels. Ils seront à respecter pour les nouveaux qualifiés. Oui. Les qualifiés actuels devront respecter les nouvelles exigences, vraisemblablement à l'occasion du renouvellement de leur qualification. Ok. Voilà. D'ailleurs, on peut passer à la slide suivante pour entrer dans la synthèse du détail. Non, l'autre aussi, celle d'après. Voilà. Donc, les principales évolutions qui sont prévues, c'est l'augmentation du nombre de référents techniques. Bon, là, on s'aligne sur la certification, de 1 pour 20 à 1 pour 10. Il y aura un renforcement des prérequis et des critères de formation des référents techniques. Donc là, on reste sur les référents techniques. Il n'y aura pas d'exigences pour les auditeurs. Mais les référents techniques qui seront formés devront obligatoirement passer un QCM, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est soit la formation, soit le QCM. Là, ça sera formation et QCM. Mais je le souligne tout de suite, les référents techniques déjà validés n'auront pas besoin de passer ce QCM. Ce seront les nouveaux. Il y aura une augmentation des contrôles, avec les contrôles à distance lors de l'attribution de la qualification et un contrôle sur ouvrage pendant le cycle de 4 ans. Et puis, surtout, il y aura un contrôle des rapports d'audit tous les ans. Et ces rapports d'audit, ils seront piochés sur la base des audits déposés sur l'Observatoire audit de l'ADEME. Alors, qui ne sont pas les mêmes que sur la plateforme ADEME pour les audits énergétiques réglementaires entreprises, c'est sur l'Observatoire audit et DPE de l'ADEME. La qualification probatoire continuera d'exister, mais il y aura une limitation du nombre d'audits qui seront autorisés à être réalisés pendant la période de qualification probatoire, c'est-à-dire 1 an. Si vous dépassez le nombre d'audits réalisés, vous devrez obligatoirement demander votre qualification, même si la qualification probatoire n'a pas encore 1 an. Et il y aura une période de carence qui sera introduite en cas de non-possibilité de transformer la qualification probatoire. Aujourd'hui, si vous avez une qualification probatoire, vous demandez sa transformation et qu'elle vous est refusée, le lendemain, vous pouvez demander une nouvelle qualification probatoire. Ça ne sera plus possible. Monsieur Mouchot, une question qui revient à plusieurs reprises dans les
dans celles qui sont posées. Est-ce que pour obtenir la certification, que ce soit pour les entreprises ou celle dont vous faisiez mention là, dans l'habitation, est-ce qu'il faut quand même avoir la 1905 ou est-ce qu'on peut avoir la certification sans avoir la 1905? Alors, attention, hein, pour l'habitat, on ne parle pas de certification. Hein. Oui, c'est un autre… Voilà. Pour la certification, il n'y a aucun lien entre la qualification et la certification. Donc, même si vous êtes qualifié, ça ne vous avantage pas. Pour la qualification, ceux qui sont qualifiés actuellement seront basculés dans le nouveau système de qualification et c'est au moment de leur renouvellement vraisemblablement qu'on leur demandera de respecter les nouvelles exigences. Mais ils auront la nouvelle qualification sans formalité particulière a priori. D'accord ? Et pour tous ceux qui ne sont pas encore qualifiés, eux, ils repartiront de zéro et ils devront, à partir du 1er janvier 2027, respecter tout de suite les nouvelles exigences. Et est-ce que ceux qui prétendent à la certification doivent avoir la 1905 ? Voilà, la future. Oui, ou l'actuelle, mais je veux dire… Oui, alors de toute façon, oui, parce que aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2026, de toute façon, la qualification continue d'être reconnue pour l'habitat. Ok. Voilà. Et puis ensuite, on restera sur un dispositif de qualification pour l'habitat. Donc, ça ne s'appellera plus 1905 vraisemblablement. Ce sera une autre, équivalente, mais selon méthode 3CL et selon nouvelles exigences. Et de toute façon, pour l'habitat, ça sera obligatoire. On essaie d'avancer avec les questions parce qu'on a beaucoup de thèmes différents. Alors, comme on ne pourra pas les traiter, j'essaie de… Je vois des questions là auxquelles je peux répondre rapidement. Les référents techniques, alors, dans le cadre de la qualification, c'est rattaché au SIREN et pas au SIRET. Dans le cadre de la certification, là, ce n'est pas une question de rattachement, c'est une question d'établissement secondaire que vous demanderez dans le périmètre de votre certification. Si vous avez une agence, vous pourrez ou vous ne pourrez pas l'inclure dans le périmètre de certification. Ça, c'est vous qui le définirez. Si vous en avez 10, c'est pareil. Il y en a peut-être 5 que vous voudrez faire intégrer au périmètre de certification, puis 5 autres qui ne le seront pas. Mais en tout cas, les agences qui seront intégrées dans le périmètre de certification seront indiquées sur le certificat. Et je crois que la question, c'est, on essaie de prendre un cas pratique. Imaginez que j'ai un bureau d'études avec une agence à Toulouse et une agence à Bordeaux. Si j'ai 5 auditeurs à Toulouse et 5 à Bordeaux, que je veux tous les faire intégrer dans le périmètre de certification et que je veux intégrer aussi les 2 agences, est-ce que je peux avoir un référent technique qui est présent qui englobe les 10 auditeurs? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'avoir un référent technique par agence dans la qualification. Voilà, comme ça, dans le futur décret, je ne peux pas vous certifier puisqu'il n'est pas publié. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas. OK. Après, on a une autre question, Alexis Toutain. Est-ce qu'un BE certifié en audit énergétique pour les entreprises pourra réaliser un audit de bâtiment public via sa certification, ou est-ce qu'il devra posséder une qualification, par exemple la 1905, en plus de la certification pour les bâtiments publics et le décret tertiaire? Alors, attention, il n'y a pas de… Pour les bâtiments publics et le décret tertiaire, il n'y a aucune obligation de qualification. Voilà, on est d'accord. Donc, encore une fois, tout ce dont on vient de vous parler concerne le réglementaire. Voilà. Alors, il y a certains maîtres d'ouvrage qui, par facilité, pourront exiger soit la qualification, soit la certification réglementaire dans leur marché, mais ça, c'est eux qui seront décisionnaires. Mais pour ce type de prestation-là, vous n'êtes pas obligé d'être qualifié. Maintenant, si vos maîtres d'ouvrage, si vos clients vous les demandent, répondre. Bien sûr. La qualification, pour les entreprises, si vous faites de l'audit tertiaire, par exemple, aujourd'hui, rien ne vous oblige à être ni qualifié ni certifié. Oui. En revanche, si votre maître d'ouvrage vous l'exige, oui, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire pour ça. On a une autre question de Lilian Sepo. Pour la formation à l'audit selon la norme 16247-2022 pour nos équipes, y a-t-il des exigences particulières au-delà de la simple durée de 3 jours, notamment concernant les organismes de formation? Alors, concernant les organismes de formation, non.
les exigences, ce sont toujours des exigences en termes de durée et de contenu. Donc, c'est pour ça que je vous engage à prendre connaissance de l'arrêté du 10. Tout est indiqué dedans. Oui, et alors, au-delà de la durée de 3 jours, il y a quand même un contenu particulier qu'il faut. Enfin, voilà. Oui, c'est ça, c'est durée et contenu, mais il n'y a pas d'exigence pour les organismes de formation. Par exemple, nous, on aurait bien aimé que les organismes de formation soient référencés ou agréés ou certifiés. Bon, Ouais. ça n'a pas été retenu. Donc, vous pouvez aller vers n'importe quel organisme de formation à partir du moment où le contenu de la formation et la durée de la formation sont conformes à ce qui est exigé dans l'arrêté. Tout à fait. J'essaie de trouver. On va essayer de se faire une dernière question. Après, on va être obligé de couper et on a déjà passé 1 heure. J'essaie de trouver des questions auxquelles On peut prendre 5-10 minutes, hein, moi, ça ne me dérange pas. Alors, on a une question pratico-pratique. Bonjour, la formation Innov est-elle éligible au CPF? Alors, on a une de nos 2 formations qui est effectivement éligible au CPF, c'est le parcours en cours du soir, puisqu'elle mène à l'obtention d'un bloc de compétences et donc une certification. Et donc, c'est la condition pour que ce soit éligible au CPF. Sinon, la formation de 3 jours pour le développement des compétences classiques n'est pas éligible au CPF, puisqu'elle n'apporte pas de certification. Voilà. Quels sont les moyens matériels soumis à l'étalonnage? Merci. Alors, monsieur Mouchou, est-ce que vous avez Je ne peux absolument pas vous répondre. La réponse du ministère, ce sont les matériels qui sont soumis à étalonnage. Voilà. Ouais, bon, ok. Alors, je précise que normalement, le ministère devrait mettre une FAQ sur son site. Donc, ça pourrait être une question qui sera dans la FAQ, mais pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, élément important, et ça devrait arriver du coup, j'imagine, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Idée. Ok. Alors, bonjour, un BE disposant de la qualification OPQIBI 1905 doit-il s'assurer que ses salariés ont bien suivi la formation conforme à la NFEN 16247? Du coup, la réponse est assez simple, on pourrait dire oui directement, puisque effectivement, pour obtenir… Alors, si c'est pour passer à la certification, oui. Si c'est pour rester dans le dispositif de qualification, il n'y a pas d'exigence pour les auditeurs. C'est uniquement pour le référent technique. Ok. Après, on a une question. Moi, je voudrais répéter qu'il y aura un replay sur ce webinaire qu'on pourra diffuser. Et effectivement, le support de présentation aussi, ça faisait partie des questions. Donc oui. Alors, dernière petite question. Alors, celle-là, c'est vraiment pour vous, hein, monsieur Mouchot. Bonjour, la qualification 17-17 de l'OPQIB. Oui, c'est ce que je vois. Oui, la qualification 17-17 est l'une des 3 qualifications qui est impactée par la certification. Donc, la 17-17 et la 06-07 pour le transport, la 17-17 étant pour les procédés industriels, ne va plus exister à terme dès que la certification sera mise en place. Ok. Allez, et puis on se fait une dernière question. Pouvez-vous nous dire, du coup, à compter du 01 07 2026, si nous sommes titulaires de la 1905 et que nous ne sommes pas certifiés, nous pouvons proposer des audits réglementaires en 3 CL pour des copropriétés sans être certifiés? Oui, encore une fois, la certification ne concerne pas les audits énergétiques habitat. Voilà. La certification ne concerne que les audits énergétiques réglementaires entreprises. Donc la 1905 reste… Aujourd'hui, la 1905 vous autorise à réaliser des audits énergétiques 3CL, soit réglementaires, soit nécessitant des subventions. En revanche, pour avoir la 1905, vous ne pouvez pas proposer des rapports d'audit énergétique selon la méthode 3CL. Voilà, c'est ça aujourd'hui la problématique, et c'est pour ça que la DHUP a rédigé un référentiel qui se base exclusivement sur la méthode 3CL. Et c'est celui-là qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2027. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas toutes les questions qui ont été posées. Globalement, on a répondu à peu près à tout. Mes excuses pour les personnes auxquelles on n'aurait pas répondu. Néanmoins, voilà, on a dépassé le temps auquel on avait pensé. Déjà, merci. De toute façon, pour toute question, opqbi@opqbi.com. Ouais. Voilà, on vous répond. Ok. Et puis, bon, merci, monsieur Mouchot, d'avoir été présent. Merci, Thomas, aussi, pour ton retour d'expérience. Et puis, on essaiera d'organiser potentiellement une session de rattrapage si de nouveaux éléments venaient à apparaître. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et puis
Et puis, bon courage pour la préparation de cette certification. Vous allez diffuser la présentation? On va diffuser la présentation. D'accord, ok, parce qu'il y a une question qui concerne cela. Ok, Merci à tous. bonne journée. Merci, au revoir.